Dernier virage de l'émission Studio 110, nous sommes donc dans Aréam. Aréam, nous l'avons dit, retour des biens culturels africains. Il est une époque assez récente. Le président de la République française, M. Emmanuel Macron, décidait justement de restituer à l'Afrique ce qu'elle avait perdu. Donc son patrimoine matériel surtout, et donc tous nos objets d'art. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, les choses ont quand même bougé avec le Bénin et quelques pays, le Sénégal, etc. Et au niveau de l'Afrique centrale aussi, certainement que les choses bougent, nous on ne sait pas. Et donc on appelait ici pour vous Monsieur Gervais Ugandari, bonjour. Bonjour. Monsieur Obambe Gakoso, bonjour. Bonjour. Monsieur Omer Tadi, bonjour à vous. Bonjour. Je vous propose de suivre cet extrait, l'extrait des propos d'un expert de l'UNESCO, Monsieur Ndombi, je pense que c'est Ndombi, Christian Ndombi, voilà, Monsieur Christian Ndombi, merci de m'aider. Monsieur Christian Ndombi, on le suit et puis on revient tout de suite. Concernant le retour des biens culturels, moi je voudrais préciser très rapidement qu'il y a deux conventions. Il y a la convention de l'UNESCO de 1970 et il y a également la convention Unidroit de 1995 qui concerne le retour et la restitution des biens culturels. Il s'agit d'une problématique importante et intéressante pour l'Afrique pour deux raisons. Et je pense qu'il est très important de pouvoir identifier très rapidement dans les musées qui sont en Europe les objets qui ont été volés, vendus, prêtés au titre de la coopération internationale et également des objets qui ont été donnés en cadeau. Et il s'agit pour l'Afrique de s'engouffrer dans cette ouverture-là, de restitution des biens culturels. Et naturellement, il faut que chaque pays africain ou les pays africains ensemble mènent ce combat parce que il ne s'agit pas simplement de restituer les objets, mais encore faudrait-il il faut préparer des structures, il faut avoir des musées, il faut avoir des formations, justement des spécialistes, de telle sorte que ces objets qui reviendraient en Afrique seraient sécurisés, seraient conservés, comme ils ont été conservés depuis plusieurs années. Et le retour de ces objets-là ne se ferait pas en une fois. À partir du moment où l'Afrique formule cette demande de restitution, il faut... Voilà. Et donc, on a tout le mot de M. Christian Ndombi. J'aimerais faire réagir en premier M. Obambe Gakoso. Réaction quand même après avoir écouté cet expert de l'UNESCO. Merci en tout cas, ce sujet très intéressant. J'ai suivi ce que l'expert a dit, enfin nous l'avons tous suivi. Si évidemment nous ne pouvons qu'applaudir, parce que c'est une évidence, ce qui est à nous, ce qui a été volé, mais ça doit nous être restitué. Et quand on parle de restitution, on est même gentil, parce que c'est des choses qui devraient se passer devant les tribunaux. On sait comment les questions de vol aujourd'hui, si vous subissez un vol, il ne suffira pas que le voleur vienne vous restituer ce qu'il vous a volé. Il faudrait également qu'il y ait une procédure, parce qu'il y a un préjudice moral et voire financier que nous avons subi. Ce qui dit intéressant, mais moi, ce que j'ai toujours du mal à comprendre avec nos experts, nos spécialistes et autorités en tout genre à ce niveau, c'est quand il dit que chaque pays, ou bien ensemble, chaque pays individuellement, ça ne marchera pas. C'est un combat de pot de fer contre le feu de terre. Vous savez, le cancrelat devant le coq, il aura toujours tort, parce que la nature du cancrelat, c'est d'être mangé par le coq. S'ils avaient réussi à nous voler ça, il fut un temps, c'est parce que nous étions extrêmement faibles ou affaiblis par eux, justement. Et aujourd'hui, si nous voulons récupérer individuellement, ça ne marchera pas. Vous avez parlé de l'Afrique de l'Ouest, c'est très bien. Le Bénin fait. Mais au Bénin, ils savent qu'ils n'auront que du menu fretin, parce que c'est une expression à la mode au Congo. Ils auront juste un peu. Ils auront juste un peu, ils n'auront pas la totalité. Il faut que les Africains, dans le cadre de l'Union africaine, je reviens avec cette expression que j'aime bien, cahier de charge, formule son cahier de charge pour dire tout ce qui est à nous, ça doit nous revenir. Pas petit bloc par petit bloc, mais tout, le gros bloc de l'Union africaine, on récupère. Vous êtes dans l'absolu, tout doit nous revenir. Mais ça nous appartient. Moi je ne connais pas quelqu'un qui a été lésé et qui va négocier avec le voleur. On ne négocie pas avec le voleur.
Il n'y a pas de négociation possible. D'accord. J'ai du mal à comprendre les Africains à ce niveau. Je retiens quand même le mot de négociation. Le temps de faire réagir le commissaire général du FESPAM, mais qui est un culturel de renom sur le continent et naturellement au Congo. Est-ce que l'Afrique, M. Ugondaï, est prête aujourd'hui à recevoir ces objets si justement on arrivait à cette restitution, à cette remise d'objets d'art? Est-ce que l'Afrique est prête à les structures nécessaires? On part d'une base, d'abord, notre propre pays, le Congo. Monsieur Cherouéjaz, je crois que je ne suis pas spécialiste du patrimoine, il faut le dire en avance. Il y a un spécialiste qui est là, c'est M. Il va réagir, il n'y a pas de problème. Et ce que j'aurais à dire, certainement, c'est sur le plan stratégique. À ce niveau, oui, mais sur le plan de la profondeur même de la problématique, je crois que M. Omet a dit, est là, bien placé, qui en est le maître même des conventions pour nous expliquer comment ça se passe. Mais moi, ce qui est sûr, c'est qu'il faut déjà applaudir la démarche du président Macron, parce que c'est ce qui vous a donné depuis longtemps. C'est un grand risque qu'il a pris, n'est-ce pas, de pouvoir s'engager dans cette démarche. Et je crois que ce n'est pas une démarche facile. C'est une démarche très délicate pour lui-même également, mais aussi pour son pays. Pourquoi? Je vais arriver. Et pour son pays, mais aussi pour l'Europe. Parce qu'on risquerait d'assister à un effet de vase communicant et qui ferait que tous les pays européens également, n'est-ce pas, reçoivent les revendications des États. Ce qui est sûr, c'est que ces biens doivent nous revenir. C'est des biens qui nous appartiennent. Ils ont été pillés, il faut le dire. Peut-être le terme est même assez peut-être question de parler de vol là-bas. Moins fort, mais donc il faut que les biens reviennent. Mais le problème ne se pose pas à ce niveau. Vous savez, entre l'annonce et l'opérationnalisation de ces annonces, il peut se passer même des décennies. Ce que les gens n'oublient pas. Il s'agit des biens qui sont déjà immatriculés, n'est-ce pas, dans certains pays. Donc il faut déclencher le processus de retour. Mais le processus de retour se baserait d'abord sur l'identification, comme l'a dit Ndombi, l'inventaire, n'est-ce pas? Et à ce niveau-là, contrairement à M. Obambe Olassa, ça veut dire qu'il faudra le principe de souveraineté est mis en avant. Parce que le bien appartient d'abord à une nation, avant tout. Donc la démarche doit être d'abord nationale et ensuite panafricaine. Et donc, il y a plusieurs niveaux, quand je dis, et que c'est bien là pour les déclasser, n'est-ce pas, les déclasser du patrimoine de la France, par exemple, il va falloir que le Parlement français se prononce. Et pour les biens qui sont patrimoine européen, il faudra que le patrimoine européen se prononce. Et vous savez que ces biens-là font la pluie et le beau temps, n'est-ce pas, de ces pays. Ça veut dire qu'ils n'accepteraient pas facilement que ces biens reviennent. Il faut craindre qu'on nous les renvoie en copie, n'est-ce pas, et qu'on ne les renvoie en copie qu'aux originaux. Donc, il y a tout ça. Mais même, à contrario, au niveau de pays. Vous savez, ce que Ndombi a dit, il a raison. Il faut qu'on ait les conditions. Et puis, non seulement les conditions, mais il faudra aussi qu'on soit capable de les valoriser. Parce que c'est des biens, n'est-ce pas, qui créent de la richesse dans des pays. Mais ils reviendraient dans nos différents pays pour faire quoi? Est-ce que nous avons des capacités d'accueil, ainsi de suite. Donc, il va falloir travailler sur ça. Mais il y a aussi un autre problème important. C'est la territorialité. Le bien est parti, par exemple, le bien est parti de l'Afrique centrale sous l'empire du Royaume Congo, par exemple. Donc, un bien appartient au Royaume Congo. Mais il faut revendiquer son retour. Il appartiendra à qui? Parce que nous sommes déjà des micro-États. Il appartiendra à qui? Donc, en ce moment-là, il y a, comme il l'a dit tantôt, il y a des démarches nationales, oui, pour les biens bien identifiés au plan inventoriés au plan national, mais il y a les biens qui appartiennent à des ensembles et qui doivent être disposés dans les musées sous-régionaux et même, pourquoi pas, d'où Obambe Gakoso parlait de l'Union africaine. Oui, je le rejoins. Je le rejoins sur cet aspect, n'est-ce pas? L'aspect des biens qui appartiennent à la communauté. Ça veut dire que qui n'ont plus de territoire ou de nationalité, il faut même le dire. D'accord. Alors, Omer Ntadi, vous avez écoutez, comme tout le monde, comme moi, Ugondaï et Obambe Gakoso. Et Obambe Gakoso nous dit que cette restitution, ce retour des biens, ne doit pas être négocié. Il cite même, il dit qu'on devrait en réalité passer devant les tribunaux, mais à la fois, je retiens d'Ugondaï le problème de
la problématique de la capacité d'accueil. Aussi, moi je peux ajouter les conditions de conservation. Est-ce que l'Afrique est prête en ce moment-là? Bon, mais il faut dire qu'il y a 3 conventions qui règlent ce problème-là. Le président Macron est venu comme pour assurer la promotion de ces conventions-là. La première qui existe depuis quand? Il y a déjà la convention de 1954 qui parle de la lutte contre le trafic, l'exploitation, l'importation des biens culturels en cas de conflit armé, déjà. Et nous avons évolué jusqu'à 1970. Alors à ce moment-là, on parle de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Mais on a constaté là des insuffisances. Et finalement, on est arrivé à la convention de 1995. Et c'est là qu'on soulève le problème de retour des biens culturels en territoire d'origine. Mais là aussi, il y a beaucoup d'aspects. Il y a la coopération. Il y a des États qui peuvent s'entendre pour que le bien soit gardé dans un... Excusez-moi, ce sont des conventions de l'UNESCO, les conventions de... L'origine de ces conventions, en fait. Le contexte, c'est convention. 54, le Congo n'existait pas. Oui, mais c'est 54... Non, on parle de 95 aujourd'hui. En 54, nous étions colonie et on suppose la France avait ratifié pour nous. Okay. Donc il y a 2 possibilités à ce niveau-là. Ou bien nous ratifions de nouveau comme pour appuyer, ou bien nous restons dans la logique de la colonie. On considère que la France, à qui nous appartenions à l'époque, a eu à signer pour nous tous. Bon, il y a 95 qui vient un peu appuyer, exiger le retour des biens culturels en pays d'origine. Mais là, je dis qu'il y a des aspects liés à la coopération. Ce n'est pas forcément un problème global au niveau de l'Union africaine. C'est d'abord les pays concernés qui doivent se manifester. Mais la diplomatie doit jouer, aller par exemple négocier parler avec la France, mettre en place les clauses qu'il faut pour que les biens reviennent. Comme l'a dit notre ami Gakoso, il y a eu une fabrication d'histoire comme ça. Le facsimilé du collier de Makoko. Voilà. Juste avant les cinquantenaires des indépendances, il y a eu restitution d'un facsimilé. Le collier de Makoko. Le collier que Makoko portait. Oui. Mais ça s'est retrouvé là-bas comment? Et là aussi, il faut dire qu'il y a eu un comportement inhumain. Il y a eu un comportement inhumain. Mais alors, le collier ne pouvait pas quitter le cou d'un roi décédé pour se retrouver en France s'il n'y a pas eu manipulation. Donc il y a eu le mode d'acquisition qui était quelque part violent aussi. Ce n'était pas bien. Donc il y a eu pillage, il y a eu vol. Bon. Et puis, avec les missionnaires, on a trompé les gens en leur disant qu'il y avait des objets maléfiques. Allez-y jeter derrière la case, on va les brûler. Ça s'est fait au nom de Jésus. Ces objets-là se sont retrouvés en Europe, particulièrement au musée du Quai Branly. Monsieur Ndombi parlait justement aussi lorsqu'il a parlé d'objets volés, mais il a inclus là-dedans aussi les cadeaux. Parce que généralement, lorsque des étrangers, des hôtes de marque arrivent dans notre pays ou dans des pays africains, généralement, il leur est fait cadeau de nos objets d'art, etc. Il plaide aussi pour le retour de ces objets-là, de ces cadeaux-là. Oui, oui. Ça aussi parce que les gens qui ont vendu ne connaissaient pas la teneur de ces objets-là. Tout comme les gens qui ont donné, qui ont offert les cadeaux. Oui, ceux qui ont offert, surtout, ils ne savaient pas. Il y a un cas qui s'est passé dans le pays. Nous sommes allés pour une formation à l'intérieur de notre pays, dans un département, je ne vais pas en parler. Il y a eu l'autorité locale qui allait tout le temps déranger le conservateur du musée pour lui demander de sortir une pièce et remettre en cadeau à l'autre qu'il avait reçu. Bon, là aussi, le conservateur était naïf, le responsable politique était là aussi naïf. Bon, voilà ce genre de comportements qui ont fait que certains de nos objets, certains de nos biens culturels se retrouvent hors du pays. Donc il faut des restitutions. Monsieur Omer t'a dit, on va redonner la parole aux autres, mais le temps justement de vous dire qu'il y a certains Africains qui sont plutôt pessimistes, qui pensent que les Occidentaux, ces grandes puissances-là, les anciens colonisateurs, les anciens colons, devraient continuer à garder ces objets d'art parce que l'Afrique n'a pas de structure adéquate. On parlait tout à l'heure de la capacité d'accueil. L'Afrique est en perpétuel conflit, il y a des guerres, etc. On a vu à Tombouctou comment
des choses ont été détruites, on voit un peu partout. Est-ce que, la question que je suis en train de vous poser, l'Afrique est prête justement à recevoir ces biens-là? Mais il n'y a pas de problème. L'Afrique dispose de musées. Là où il n'y en a pas, ils peuvent s'entendre avec... le cas du Congo, par exemple. Le cas du Congo. Le Congo a déjà des musées. Il y en a, nous étions d'ailleurs ensemble avec vous. Vous semblez rire. Malwango de Diosso. Oui. Il y a un musée à Pointe-Noire, le centre d'art au niveau de Pointe-Noire, qui a été restauré par Réni. Bon, il y a ici à Brazzaville. Il y a la meilleure. Vous allez à côté de la maison commune de Talangaï, l'actuelle maison commune de Talangaï. C'est le musée, le musée national, le musée de l'histoire du Congo. Ah ben si. Non, mais il est construit depuis quand? Oui, mais il n'est pas encore réceptionné, mais c'est un musée. Et il faut le visiter, peut-être. Vous êtes journaliste. Déjà visité, mais en fait, à quoi il nous sert? Il est construit depuis quand? Ça fait quand même un bout de temps qu'il est là. Je crois qu'il y a un effort qui est fait dans le cadre des capacités d'accueil. Le Sénégal vient de construire le plus grand musée, vous le savez, la civilisation noire. N'est-ce pas? Le Bénin a obtenu quand même la France, la construction des musées. Et le principe est déjà déclenché. Le principe, oui. Est-ce que vous voyez? On parle, c'est vous qui avez même évoqué la question de la capacité d'accueil. Effectivement, mais je dis ça. Je dis que le principe est déjà déclenché. Le processus, il faut même le dire, est déjà déclenché. Maintenant, quitte aux pays qui sont en retard, n'est-ce pas, en termes d'infrastructure, n'est-ce pas, de se mettre dans le bain et d'en faire une priorité. Le problème que vous posez, c'est l'importance des biens culturels dans un pays. Le problème est là. Il ne s'agit pas comment on appelle ça, d'un masque qui quitterait pour venir, et ainsi de suite. Et c'est ça maintenant, vous voyez, l'enjeu même de la culture dans un pays. La problématique de l'importance de la culture, la prise en compte de la culture dans les statuts de développement d'un pays. Donc, il va falloir que les gens, les spécialistes de ces questions, se mettent à l'œuvre et proposent à l'État, n'est-ce pas, les mécanismes de facilitation ou même le processus, n'est-ce pas, de revendication. Il faut d'abord commencer, il ne faut pas se taire parce qu'on n'a pas de capacité. La négociation peut durer, j'ai dit ici, ça peut durer 10 ans. Mais il faut déjà commencer. Et ce que nous demandons, c'est ici, demander à l'État congolais de ne pas se taire et de se jeter à l'eau comme les autres pays. Et puis, rapidement, donc, il a développé, il a fini par me rejoindre. J'insiste sur un point. Certes, le royaume Congo a disparu. Voilà pourquoi j'insiste, nous devons le faire dans le cadre de l'Union africaine. Les royaumes ont disparu. Les États qui pensent ne pas avoir de capacité, qui disent que pour eux, la priorité c'est nourrir les enfants, très bien, soigner les enfants, très bien. Ceux qui ont la capacité pourront toujours conserver cela. Vous savez, la culture, c'est un vrai problème. Tout le monde prétend aimer la culture. Mais quelle est la part des budgets en Afrique attribués au ministère de la Culture? Un jour, aller au Mali, aller voir Mme Aminata Dramane Traoré. Elle avait refusé par 3 fois d'être ministre de Alpha Omar Konaré, qui est un archéologue. C'est le seul chef d'État au monde à avoir un doctorat en archéologie. Sa mère lui a dit, accepte d'entrer au gouvernement et démontre-leur qu'ils ont tort. C'est quand même le président qui te sollicite. Elle n'a pas de parti politique, cette femme. Elle est entrée au gouvernement, elle a écrit dans son livre. Elle a écrit, il faut le lire, elle dit, je me suis rendu compte que mon ministère, donc ministère de la Culture et du Tourisme, était une coquille vide qui ne servait à rien. Tous les projets qu'elle présentait au chef de l'État, on lui disait, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc, je pense ce cas d'espèce. Si aujourd'hui des œuvres d'art du Mali pouvaient rentrer, imaginons qu'il n'y ait pas de musée au Mali, mais un pays qui en a pourra toujours l'abriter. Voilà pourquoi moi j'insiste, nous devons travailler en bloc. Et il faut arrêter de travailler séparément, chacun dans son coin, parce qu'en Afrique, nous sommes persuadés. Au Congo, on a le pétrole, on est intelligent. Au Gabon, on a le pétrole, on est intelligent. Non, on ne peut pas évoluer ainsi. Les autres, ils font bloc dans tout ce qu'ils disent. La capacité d'accueil, c'est un vrai problème, mais qui peut être résolu justement par le biais de la coopération sud-sud. Entre nous, il nous arrive de coopérer. Lorsque nous devons faire des conventions pour les frontières et autres, on le fait. Pourquoi pas pour les biens culturels ? Nous avons une Union africaine. Donc, pendant que la commission chargée de la culture de l'Union africaine va travailler, celle de la paix et de la sécurité vont également travailler pour que Tombouctou 2 ou 3 ne se reproduisent pas, pour que notre patrimoine ne soit pas pillé. Voilà pourquoi les Africains doivent comprendre que les choses doivent se faire de pair. Quand on parle culture, on ne doit pas seulement imaginer le folklore des filles nues pour les élections de Miss. Ah, là, vous avez beaucoup de sponsors. La culture, c'est l'âme du peuple, l'âme d'un peuple. Tout ce qu'il y a là-dedans. Mais il y a la guerre, nos guerres passées, nos guerres futures. Ceux qui disent que nous ne sommes pas prêts, ils disaient la même chose pour nous coloniser. Nous devons les coloniser parce qu'ils ne sont pas civilisés. En 60, lorsqu'il a fallu devenir indépendant, c'est les mêmes qui ont dit les Africains ne sont pas prêts pour les indépendances. Lorsque certains réclament une monnaie, on dit on n'est pas prêt.
En réalité, pour ces gens-là et pour leurs alliés en Afrique, nous ne sommes pas prêts, nous ne serons jamais prêts. Mais vous savez, l'enfant, si vous ne le laissez pas marcher, tomber, il ne marchera jamais. À un moment donné, il faut prendre le train, comme on vient de le dire, et se jeter dans le bain. Alors, parfois, on ne comprend pas souvent le rôle ou le sens ou l'importance de la culture. Je me souviens toujours cette question d'un député, d'un élu du peuple, un élu national, qui disait « À quoi nous sert la culture ?» Et je m'appuie sur cette phrase-là. C'est un député. C'est un député, oui. Je le dis au passage. Je m'appuie sur cette phrase-là. Qui est appelé à légiférer. Oui. Qui est censé Je légiférer. m'appuie sur cette phrase de ce député-là pour dire ici, peut-être pour aider ceux qui nous suivent ou ceux qui peut-être ne comprennent pas le sens de ces choses-là, à quoi peuvent servir justement ces masques. Quelle est l'importance de ces statuettes-là? Parce que vous avez cité ici Jésus, entre guillemets, mais ça veut dire que lorsque les colons sont venus, on nous a appris que c'était diabolique. Et c'est quoi que c'est resté dans l'entendement des gens, dans l'opinion. Et aujourd'hui encore, les gens se disent que ces statuettes qu'on voit au marché Plateauville, ces statuettes qu'on voit ici et là, ça n'a pas d'importance. Les gens se battent pour ça. Il faut poser le diable est dedans. Et qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur l'importance de ces biens-là? Alors, merci. En tout cas, c'est une question qui est cruciale. J'ai dit tout à l'heure que la culture, c'est l'âme d'un peuple. La culture, c'est comment on vous appelle. Vous allez dans n'importe quel coin du Congo, quelqu'un qui connaît nos noms, vous donnez votre nom de famille, il peut peut-être vous parler de votre histoire, ça va vous étonner. Mais la culture, c'est ça. C'est un frère fond, je veux le citer, Martial Zebelinga, il est sociologue et économiste, qui va aux États-Unis. Ce monsieur aura 50 ans cette année. Ce qu'il m'a dit, c'était il y a 10 ans. Il va aux États-Unis, il a trouvé les objets d'art dans un musée à New York. Il les a photographiés. Lorsqu'il rentre dans son village, il voit ses grands-parents lui disent « Quand nous sommes nés, ces objets que tu as vus à New York avaient déjà disparu. » Ils étaient eux-mêmes incapables de donner les noms, alors que les Américains et autres, lorsqu'ils les avaient volés chez nous, avaient quand même pris le soin de prendre les noms. Eh bien, avec toutes ces choses, vous pouvez retracer l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une famille, l'histoire d'une région, etc., etc. Faites attention simplement à certains présidents. Pourquoi certains aiment Mitterrand en France? Il n'a pas réussi sur le plan économique, mais sur le plan culturel, il a construit le Louvre. Jack Lang a fait la fête de la musique. Il a mis le zénith dans toutes les grandes villes de France. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on achète un livre en France avec 5% automatiquement de réduction sur le prix, mais on dit merci à Jack Lang, etc., etc. La culture, c'est l'âme d'un peuple. L'âme d'un peuple. Même question à vous, M. Tadji. Oui, la culture, c'est... L'importance de ces biens-là, de ces statuettes et tout ça. Mais ce sont des éléments identitaires. Vous voyez, dans le Nzobi, hein, il y a des masques qui participent justement à faire vivre... comment on appellerait ça? Bon, disons, ces pratiques sociales. Hein, les perpétuer. Hein, je me rappelle, le Congo est allé participer au premier jeu de la francophonie. L'orchestre Ballet Les Anges, qui aurait pu obtenir le premier prix, avait perdu parce que, en changeant les tableaux, ils ont pris le masque qu'ils portaient, ils l'ont déposé par terre. Du coup, ils l'ont chiffonné. Hein? Donc les autres connaissent l'âme, le masque, tout cela. Ce sont des éléments identitaires qui représentent notre personnalité et qui donnent la force à notre façon de vivre. D'accord. Et je voulais ajouter une chose là. Ce mouvement-là ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, il y a très longtemps, les biens ont commencé à être restitués en Afrique, à l'Afrique. Ah bon. Il y a le cas de l'Égypte, il y avait l'obélisque d'Axum qui était transporté en Europe. Mais il y a eu un plaidoyer il y a longtemps, ça doit remonter à plus de 40 ans aujourd'hui. L'obélisque d'Axum est revenu. Bon. Il y a eu un cas, ça aussi c'était violent. La dame qu'on promenait dans les cirques, la Vénice au Tanto. Une sud-africaine, parce qu'elle avait une forme... De bonnes formes, de belles formes. Du côté de la croupe. On a fini par restituer les restes mortels. Alors, une question d'un téléspectateur, M. Matadji, avant que je ne pose la même question ici sur la valeur économique de ces biens-là, Ugandaï. Le téléspectateur demande, une fois récupérés, est-ce que ces masques auront la même valeur? Il y a un danger. Il y a un travail d'éducation qu'il faudrait mener au niveau des publics jeunes en particulier. Parce que là, tout à l'heure, notre frère Gakoso a parlé
des gens que quand ces gens-là étaient nés dans un village, déjà qui n'avaient plus, de ces objets-là, ils n'avaient pas souvenir de ces objets-là. Mais alors ici, au niveau du patrimoine, il y a un concept qui a été développé, MSD, Musée au service du développement. Ça consiste à faire que, avec la complicité des parents d'élèves en tant qu'association, les parents d'élèves en tant que géniteurs, les enseignants, et on a fait de telle sorte que on amène l'élève vers les musées pour lui permettre de prendre connaissance de son identité. Les masques, à quoi ça servait? C'est d'abord faire que ces jeunes-là acceptent cela. Et en grandissant, ça va peut-être redonner un peu plus de valeur dans la connaissance de nos biens. Sinon, nous risquons de nous retrouver dans le cas dont j'ai parlé. L'obélisque d'Axum, quand il a été restitué, il ne représentait plus rien aux yeux de ceux qui existaient à ce moment-là. Ce sont les premiers qui ont vécu à cette époque où ça existait là-bas, qui en connaissaient la valeur. Donc, maintenant, évidemment, il faut passer par ce travail d'éducation, de sensibilisation de la jeunesse en particulier, parce que c'est le creuset d'une civilisation. D'accord. Alors, Gervais Ugandaï, est-ce que ces biens matériels, ces statuettes, ces masques ont une portée ou une valeur économique? Dans ce pays, on parle tous les jours de diversification de l'économie. Effectivement, mais pourquoi les gens ne veulent pas les restituer? Si ça ne servait à rien, écoutez, vous enlevez les biens culturels de Quai Branly aujourd'hui, Quai Branly tombe. Vous savez combien ça produit par année? Non, le problème qui est là, c'est quoi? Il va falloir que nous changions un peu le regard sur nous-mêmes. Parce que le changement de regard sur nous, c'est vraiment la prise de conscience que la culture est très importante dans le développement d'un pays, même le développement humain. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que peut-être qu'il faut qu'on comprenne. Mais il y a la valeur identitaire du bien. Ça veut dire qui restitue les origines, mais à la fois aussi qui valorise les propriétaires de ces biens. N'est-ce pas? À travers ce bien, on peut vendre un pays. Donc ça fait l'objet des questions géostratégiques. Mais il y a la valeur économique du bien, notamment le tourisme culturel. Parce que tous ces biens, s'il y a la guerre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des milliers de personnes qui visitent ces endroits-là. N'est-ce pas? Et que ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi pour ces pays. Donc on ne peut pas dire aux Africains qu'ils ne sont pas capables de s'assumer. Non, ça je dis non. Nous nous assumons à notre rythme. On ne doit pas nous imposer un rythme. De toutes les manières, nous avons dit que le développement n'est jamais linéaire. Donc, il faut commencer quelque part. Senghor l'a dit. La culture est au début et à la fin de tout développement. Mais c'est quand même un grand penseur. En Égypte, pour être pharaon, il fallait d'abord être savant. Ça veut dire que la connaissance est partie de l'Afrique. Mais les vestiges de la connaissance, c'est quoi? C'est la créativité. Donc, ils sont ces différents biens. Il ne faut pas qu'on blague avec le problème. Donc, le véritable problème est là. Et nous ne le pensons pas seulement sur le plan identitaire, nous le posons également sur le plan économique, mais aussi sur le plan géostratégique. Est-ce que vous voyez? Je vais vous donner un cas. Lorsque le président Talon se lance, vous savez que dans cette entreprise-là, dans cette démarche, il y a la corruption. Et c'est même au péril de la vie des experts. Il ne faut pas toujours penser que c'est facile. C'est au péril de la vie des experts. Quand tu identifies un bien qui appartient à un pays, tu risques ta vie. Tout à fait. Donc, les États doivent mettre des conditions de protection des experts qui travaillent sur ces questions des inventaires, je dis ça, sur les inventaires, de sorte qu'ils prennent le risque, n'est-ce pas, de pouvoir identifier ce qui nous revient et qu'ensemble, on mette en place une stratégie de retour, mais aussi de valorisation. Parce qu'on ne viendrait pas pour jeter on ne sait où, parce qu'on n'a pas créé les conditions pour ça, mais de valorisation et de viabilisation, et comme vous le dites, de contribuer à la diversification de l'économie. Alors, il y a un téléspectateur ici qui nous fait un message. Il ajoute donc au nombre, c'est-à-dire que aux côtés du musée vide, qui penserait depuis longtemps qu'il est vide, il y a aussi le musée de Kintélé. Le musée de Kintélé, il dit est-ce que ces biens-là ne peuvent pas, le musée de Kintélé ne peut pas contenir ces biens? Non, Kintélé n'a pas un musée. Okay. C'est une galerie. Donc, il faut faire la différence. Cette galerie ne peut pas. Non. D'accord. Il faut faire la différence. Ils ont écrit musée à tort. La galerie, c'est pour faire des expositions. Il faut faire la différence entre une galerie et un musée. Donc on dit aussi qu'ils ont écrit musée là-bas à tort. Mais ce qui est sûr, pour le musée de l'histoire du Congo, écoutez, c'est quand même en création. Donc on a construit
n'est-ce pas? Et quand on a construit, ils sont en train de travailler sur le contenu et ensuite ils vont l'ouvrir. On ne peut pas quand même construire un grand, c'est l'un des plus grands aujourd'hui. Pour le garder fermé. Pour le garder fermé. Parce que quand même intéressant qui dit si le musée national est en ruine parce qu'on ne l'entretient jamais, ils veulent récupérer les biens, pourquoi? Non, c'est une bonne question c'est une qui est question posée. importante. Mais il faut expliquer aux gens que lorsqu'on commence une action, il faut voir tous les contours de cette action. Je ne vais pas reprendre leurs mots, ils ont tout dit. Il faut tout prévoir. Il faut préparer des juristes spécialistes de la question. Il faut préparer des experts. Il faut préparer des conservateurs. Ce sont des métiers, ça s'apprend. Dans les universités, dans le monde entier, ça s'apprend. Aujourd'hui, quand vous allez voir le conservateur du musée national au Caire, mais c'est un monsieur qui est éminemment respecté. Il a une place prépondérante. Et la culture, c'est la base de tout. Moi, le mot développement, je ne l'aime pas trop parce que c'est un fourre-tout. C'est un concept qui est devenu foireux. Moi, je dis simplement, la culture, c'est la base de tout. Tuer la culture d'un peuple, vous tuez ce pays. Tout simplement. D'accord. Et voilà, tout dans ce contexte-là, il y a Doudoudi qui dit il faut réfléchir sur la sécurisation de ces biens une fois rentrés chez nous. Voilà, c'est des biens qui vont se retrouver chez des particuliers, pas dans des musées. Et puis, entendu que le Congo et certains pays africains vivent généralement des guerres, des petites secousses sociaux-politiques. Il dit le cas du Mali devrait nous... Il faut tordre le cou à ça. Voilà, vous savez, voilà. l'Afrique n'est pas le seul continent qui vive des guerres. Vous allez au Brésil. Le Brésil, c'est un État fédéral. Vous allez dans l'État de Rio, à n'importe quelle heure de la journée, vous faites braquer ou vous faites découper. Vous allez aux États-Unis, tous les jours, on massacre les gens. L'Afrique n'est pas le seul continent qui vit des guerres. Mais vous savez, Thomas Sankara nous avait dit, vous voulez arrêter les guerres, désarmer les États africains. Il n'y a que 2 États en Afrique qui produisent des armes de guerre, le Soudan et l'Afrique du Sud. Mais toutes les armes de guerre que nous utilisons sont achetées en Occident. Donc les Occidentaux fabriquent des armes, ils disent c'est mauvais, mais ils nous envoient les armes en question. Donc on sait ce qu'il reste à faire si on veut arrêter les guerres en Afrique. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir des guerres. En Asie, il y a des guerres. Les Balkans ont arrêté la guerre à peine dans les années 90. À peine. 92, 94, la Yougoslavie était encore à feu et à sang. Et rien ne dit que c'est fini. Parce que les nationalistes serbes ne veulent pas entrer dans l'Union européenne. Alors, je vais peut-être être un peu pompeux, mais nous avons en permanence besoin de faire de la géostratégie. Parce que quand on voit, ah oui, la guerre en RDC, ah c'est les nègres. Non, on ne peut pas réduire les choses à ce point. Les autres aussi font des guerres tous les jours. Merci beaucoup au Bambé Gakoso. Quelques minutes, le temps. Chevry. Il va falloir que les Africains commencent à changer le regard sur le continent. Et nous avons la mission d'accompagner nos chefs d'État. Il y en a qui sont des visionnaires, mais qui sont torpillés, n'est-ce pas, par les Occidentaux. Je prends le cas tout simple. Lorsque le président Wade s'engage pour la construction du monument de la Renaissance africaine, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ça, j'en sais, justement. Mais il s'est entêté, il faut même dire qu'il s'est entêté parce qu'on a conçu tout un argumentaire pour mettre à dos le président Wade, toute la République sénégalaise, pour dire, écoutez, c'est du gâchis. Mais aujourd'hui, il faut faire un tour au monument de la Renaissance. Les mêmes blancs là, ils viennent chaque jour, ils passent des nuits et des jours. Oui, donc, un peu comme on a fait du bruit ici pour le mémorial. Bon, c'est des questions, je vous en prie, c'est des questions très très importantes. Il faut éviter que nos chefs d'État fassent ce qu'on appelle les sauts dans l'inconnu. Ils doivent être accompagnés. D'accord. Voilà. Alors, conseiller t'a dit, on parle du retour des biens culturels, mais dans les débats ici, on revient beaucoup plus sur le patrimoine matériel. Mais je pense que dans le lot, il y a aussi peut-être le patrimoine immatériel. Oui. Les objets d'art, mais en fait, le patrimoine oral, quelque chose comme ça. En fait, oui, ce sont des objets mais c'est de tout ça qu'il s'agit. Qui participent à la mise en œuvre de certaines C'est de tout ça qu'il s'agit. Il y a l'immatériel qui est associé au matériel, c'est ça. Même dans la pratique d'un rite, mais il y a la musique d'ailleurs, mais il y a l'instrument qu'on joue pour faire fonctionner ce rite-là. Et donc ça aussi, ça fait partie. C'est comme pour le Québec, il y a un rite, mais il y a des instruments, il y a des masses qu'on utilise pour que cette tradition-là vive. Mais l'inventaire n'est pas exclusif. D'accord. Oui, alors, ça veut dire que si vous allez à l'INE en France, nous avons notre patrimoine. Exactement, voilà. Oui. Je suis tombé sur une vidéo de l'abbé Desfroquet, Fulbert Hulot, que je n'avais jamais vue. Je viens de la voir. Ça y est là. C'est à nous. Ça traîne là dans... C'est un grand travail. Il ne faut pas penser qu'on se réveille comme ça et tout tombe. Non. Il faudra que les spécialistes se mettent en chantier. Et si on n'en a pas,
Mais on peut recruter des cabinets qui travailleraient pour le gouvernement congolais et former par la suite. Nous avons l'école du patrimoine africain qui forme les experts en la matière. Il faut envoyer autant de Congolais qui doivent se former. Par le directeur c'est même un Congolais qui est le directeur général là-bas. Donc, on a autant aujourd'hui, autant d'avantages, n'est-ce pas, de notre côté, et qu'il va falloir qu'on profite. D'accord. Mais il faut dire que les Français ont des problèmes. Ils ont tellement gardé nos biens. À un moment, il y en a qui ont été mal conservés, qui sont dépassés. Oui, tout à fait. Il y a un concept qui a été développé, le musée des objets cassés. Oui. Et ils se sentent un peu coupables quelque part. Bien sûr. C'est ça. Et c'est peut-être l'une des raisons aussi qui justifie cette démarche qui consiste à se débarrasser de la surcharge. Alors, il y a une question qu'on vient de faire parvenir, c'est dit au conseiller Tadi, donc M. Omer Tadi, il y a 3 pays, je ne sais pas si c'est 3 ou 9 pays de la sous-région, 3 pays de la sous-région, je pense, ou 9, qui ont tenu un atelier ici en novembre. Ils ont montré que les conditions de préservation du patrimoine documentaire n'étaient pas bonnes. En parlant aujourd'hui de la restitution, où mettrait-il? C'est bien, bon, en fait, la question était déjà... C'était, je crois, sur l'accessibilité au patrimoine numérique. C'est la numérisation. C'est nous qui avons, disons, présidé cet atelier. La numérisation. Juste avant la réunion des ministres et des États membres de la CEAC. Oui, mais il y a des résolutions qui ont été dégagées. Il y a des résolutions qui ont été dégagées. C'est justement ce combat-là. Il faut se remettre en cause et puis se redresser. Nous importons des 4x4 tous les jours. Nous n'avons pas d'usine pour fabriquer les 4x4. Il faut sortir de ce court-termisme-là. Il faut voir loin. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces contributions. Tout de même, je vais faire un tour de table, 1 minute à chacun, pour rassurer certainement ceux qui nous suivent, puisque ce n'est pas seulement des Congolais qui nous suivent. J'ai beaucoup d'appels ici, mais que je ne pourrais pas décrocher, des Gabonais, l'Afrique de l'Ouest nous appelle, la France. Je vois beaucoup de muraux, il y a beaucoup de messages qu'on ne pourra pas lire. Que retenir finalement au Bambé Ngakoso sur le retour des biens culturels, même si on pense que les structures ne sont pas prêtes, mais il faut y aller parce que c'est un processus, comme le disait Ugandaï. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que celui qui pense qu'il n'est pas prêt, qu'il voit son voisin. Et si le voisin n'est pas prêt, je répète, nous avons l'Union africaine. Si l'Union africaine dit qu'elle n'est pas prête, moi je veux faire un saut vers les Chinois qui m'ont appris une chose. Ils ont ce qu'on appelle la tête de lapin. La Chine n'a jamais été complètement occupée par les Occidentaux. Les Occidentaux avaient des comptoirs néerlandais, comptoirs anglais, français et autres. Chacun volait, chacun pillait, parce que la Chine était faible, même si elle avait réussi à préserver l'essentiel. Et donc, parmi les biens culturels qui avaient été volés, il y avait une tête de lapin qui est sacrée, qui représentait quelque chose d'important. Pendant des décennies, les Chinois ont demandé cette tête de lapin. Les Français ont dit non, c'est à nous. Mais quand, à un moment donné, il y a eu des équilibres, la Chine est devenue la première puissance économique mondiale, et que les Français ont compris qu'ils ont besoin d'aller en Chine, François Hollande a surpris les Chinois, visite officielle en Chine, de lui-même, il a rendu la tête de lapin. Donc, beaucoup. À un moment donné, quand on est faible, battons-nous pour être fort. On a compris la leçon. Omer Tadi, 1 minute. Mais je crois qu'en ce qui nous concerne, il y a déjà une démarche qui a été engagée, il y a une prise de conscience, illustrée par la construction des musées que nous avons déjà. Nous avons parlé du musée qui est en Pila, il y a à Pointe-Noire, à Luango, à Diosso. Et d'ailleurs, pendant l'inauguration, le ministre de la Culture a justement réaffirmé son engagement pour ce retour des biens culturels. Et du côté de Nganga, il est peut-être petit celui-là, mais là aussi, hein, on ressent cette volonté pour l'État congolais de promouvoir, de protéger, de valoriser ces biens culturels. Et je pense que nous sommes dans une démarche judicieuse, il n'y a pas à s'inquiéter. Nos biens peuvent revenir, étant donné que ce n'est pas toute la masse que nous allons recevoir. C'est au fur et à mesure, et puis nous nous adapterons aux réalités par rapport à ce... Merci beaucoup, Uganda. Vous savez, chez Jazz, dans notre sous-région, même dans notre pays, il y a des conservateurs domestiques. Ça veut dire que si l'État n'a pas encore les conditions, il y a des personnes dans ce pays qui peuvent créer des conditions, n'est-ce pas, de conservation des biens dans leur
petits musées. Il y en a ici, vous savez, l'exposition de Goten, moi je crois qu'il y en a aussi qui ont, je pourrais citer le ministre Ngolondele par exemple, il a une centaine de pièces. Non, Ngolondele, oui. Il a une centaine de pièces de Goten. Ça veut dire qu'on peut, à travers les conservateurs domestiques ou bien locaux, placer certaines pièces. Par contre, il y a un phénomène qui est important et qu'il va falloir qu'on dénonce. C'est qu'au même moment que nous revendiquons, mais au même moment, il y a des Africains qui s'organisent pour exporter encore le peu que nous avons. Je ne sais pas si vous constatez ça. Dans la sous-région Afrique centrale, par exemple, il y a un corridor qui a été créé à travers le Cameroun et qui fait que les biens sortent. Ce sont des pirates, des trafiquants. Effectivement, et ça sort au vu aussi des autorités. On parlait de la sécurisation tout à l'heure, justement. Les aéroports, dans des ports, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, je crois que ce qu'on peut retenir, ça veut dire que la problématique est posée. Il va falloir maintenant que les gens commencent à réfléchir. Comment réfléchir sur la sécurisation du peu que nous avons, pour ne pas qu'on continue à piller, mais réfléchir également sur l'inventaire, n'est-ce pas, et les conditions de retour et le placement de ces biens au plan local. Il faut criminaliser la chose. Ok, merci à un monsieur ici qui me fait un message qui dit le retour des biens doit être impérativement accompagné de l'indemnisation. Voilà. Merci à monsieur Omer Tadi, expert du patrimoine. Merci au panafricaniste Obabé Gakoso. Merci au commissaire général du FESPAM. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de parler du site du FESPAM. Je crois qu'on aura une émission. Dimanche prochain, on vous invite ici, pas seulement pour parler du site du FESPAM, parler au FESPAM. Voilà. En 2019, on aura FESPAM? Ben, je crois, on organisera. Voilà, c'est la fin de ce 210. On verra bien comment inviter le commissaire général du FESPAM pour parler non seulement du site du FESPAM, parce qu'on m'a dit pourquoi un site pouvait faire information, parce qu'il y a eu quand même la presse pour un site et tout ça. Mais vous devez savoir que le FESPAM n'avait pas encore un site. Et puis il faut savoir que c'est un instrument de communication panafricain, puisque le nom du domaine, il est donné par l'Union africaine. En plus de ça, vous savez, le FESPAM a la mission de fédérer tous les événements qui ont lieu sur le continent et tout l'écosystème musical du continent se retrouve. Merci beaucoup. On verra certainement dimanche prochain. Merci, c'était Studio 210. Merci à toute l'équipe technique coordonnée par Raph Okemba, donc réalisation Arsilandou, Moubier, Gabiza, Germain Onze, Vincent, Hugues. Voilà, Dekombi, ils sont nombreux. Cécilia Goma, Prince Yambama, Merveille Moukiama, Ciblon, Bassomina qu'on avait déjà vu. Les héros dans l'ombre, ils sont nombreux là-bas. Osé, Vwembe, Gédéon Diaoumba, J.E., Dominique. Nous avons ici Otambake Diala, Kishala le photographe. Voilà, notre photographe Kishala là. On doit le préoccuper au niveau du FESPAM, il doit faire des photos là-bas aussi.